Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de nos deux Français. Et c'est tombé, William Gomis aussi va être en main card et visiblement co-main event. Donc Nassourdine sera le main event et William Gomis le co-main event. Et je trouve ça assez bluffant pour tout vous dire. Donc tout d'abord le générique et après on démarre et on parle de tout ça. Job, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. Alors pourquoi je trouve que c'est assez surprenant, c'est que c'est pas en France. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire ça aurait été en France, bon tu te dis c'est normal, ils mettent des Français, main event comme main event, ce qui est tout à fait logique. C'est ce qu'ils ont fait à l'UFC Paris, c'est ce qu'ils ont fait pour le PFL Paris également. Donc voilà. Mais là, le fait qu'il soit main event et co-main event dans un événement du coup à l'international, ben franchement, je trouve que ben, visiblement, il compte sur notre nation, même au plus haut niveau, et surtout, euh, même si c'est pas, par exemple, à côté de notre, enfin, mettons en Angleterre, par exemple, sur le plan international, il compte sur nous, sur nos athlètes. Et ça, je trouve que c'est assez révélateur. Donc là, ben, pour revenir au combat en lui-même, il faut se rendre compte, bon, Nassour, on le sait, il est dans les vrais problèmes. Donc Nassour, là, il attaque un mec, donc Dolidze, Roman Dolidze. Moi, je trouve que c'est un tueur. Donc Fred est vachement plus confiant pour Nassour. Moi, je pense que ça peut être un combat très dur. Je pense que Nassour, il a toutes les qualités pour faire la différence. Vu le combat même qu'il a fait contre Strickland, mais c'est pas du tout le même profil. Mais je pense que Nassour peut poser des problèmes à tout le monde dans la catégorie par rapport à sa vitesse, par rapport à l'engagement, sa puissance physique aussi, même si c'est pas un très gros 84 kg. Mais on va y revenir. Mais Dolidze, je l'ai vu à Londres devant moi, et pour moi, il avait gagné contre Vettori. Donc je pense qu'il a vraiment le niveau top 5 à l'aise. Vraiment, pour le coup. Moi, je trouve qu'il a une bonne lutte. Il est très très fort en grappling, debout. Il est pas mal, il est puissant. Il n'a pas la technique ni la vitesse de Nassour. Il n'a pas le footwork de Nassour. Mais physiquement, je pense qu'il est quand même assez au-dessus. Et surtout, quand il colle, il est compliqué. Il fatigue. Et Vettori, c'était un mauvais match pour lui parce qu'il a une très grosse anti-lutte, très fort contre la cage. Très fort contre la cage aussi, Vettori, quand il vous colle. Donc il a une grosse dimension physique. Je vous dis, on l'a vu à l'UFC Paris, on était bluffé. Comment il est énorme. Mais voilà. Mais par contre, Nassour, il y a un autre truc que je n'ai pas spécifié, c'est que quand je l'ai vu à l'ARES, je suis tombé dessus à l'entrée, je l'ai trouvé vraiment costaud. Mais vraiment, pour le coup, je trouve qu'il a pris de la masse. On l'a vu à côté de Khamzat Chimaev. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont signalé, et même d'ailleurs qui l'ont mis en commentaire, qu'ils ont trouvé Nassourdine plus impressionnant physiquement que Khamzat, et je suis entièrement d'accord. Je trouvais Nassourdine plus costaud. Surtout, je pense qu'il était plus lourd. Donc vraiment, voilà, c'est un gros test. Vraiment le plus gros test. Et je ne sais pas si on peut dire le plus gros test, parce que Strickland, c'est le champion actuel. Mais bon, Strickland, c'est un peu différent parce qu'il était en short notice. C'était la catégorie supérieure, parce que je rappelle qu'ils l'ont fait dans une... Ils l'ont pas fait en moins de 84, parce que Strickland ne pouvait pas faire le point. Donc, mais là, voilà, les deux ont eu énormément de temps pour se préparer, pour l'un et l'autre. Parce que je rappelle, c'est le combat le 4 février. Je rappelle aussi qu'il y a Taylor Lapillus, mais ça, je vais faire une vidéo à part entière sur ça. C'est pour ça que je vais en parler vaguement là, parce que je veux vraiment faire une vidéo sur Taylor, parce que pour le coup, Taylor, je le connais très bien. Et donc, il revient le 14 janvier, lui. Et après, on saute au 4 février. Et là, ils ont vraiment, vraiment du temps pour se préparer. Donc, ça, c'est parfait. Il n'y a rien de mieux que deux combattants qui arrivent en ayant eu des véritables camps d'entraînement. Donc là, c'est vraiment le plus gros test avec une préparation bien spécifique, parce que je rappelle, Strickland ne préparait pas Nassourdine, parce qu'il venait de combattre contre Cannonière, et enfin de mémoire, hein, c'est ça, il venait de combattre contre Cannonière, et Nassourdine ne devait pas combattre Strickland à la base. Donc en fait, les deux, ils se sont retrouvés à être confrontés avec des jeux qui étaient différents, qui n'étaient pas prévus. Donc là maintenant, Nassour, il a eu un vrai camp d'entraînement, il a changé d'équipe, maintenant son hit coach c'est Nicolas Haute, qui est aussi connu pour la préparation physique, que je connais très très bien.
Et après, à côté, ben, en co-main event, vous avez William Gomis. Donc, William Gomis, qui est toujours en MMA Factory, qui lui va combattre, pareil, un nouveau prospect de la catégorie, quelqu'un qu'apparemment on annonce aussi. Et là, William, il a l'occasion du coup de faire un 100% win, quoi. Donc, c'est-à-dire faire 4 combats, 4 victoires. Et ça, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est assez ouf, quoi, quand tu regardes, parce que je crois que de mémoire, il y a très peu de combattants français qui ont réussi à enchaîner 4 victoires d'affilée. Je sais que Francis Carmon l'avait fait également à l'époque. Mais c'est très très difficile, surtout dans cette catégorie-là, en moins de 66 kg, d'arriver à enchaîner les victoires. Surtout qu'il a eu des profils qui étaient différents à chaque fois. Je pense que le plus fort qu'il a affronté pour l'instant, ça reste Marshall. Selon moi, c'était le plus gros prospect qu'il a affronté. Là, il en affronte un qui, normalement, théoriquement, est encore meilleur. Mais voilà. Alors après, William, il a le souci, on va dire, de son talent. C'est quelqu'un de très stratégique, compliqué à combattre pour ses adversaires. Il a un bon footwork, il est vachement... Enfin, moi, je l'ai vu à l'ARES. Sincèrement, j'ai rarement vu un 66 kg aussi énorme. Pour le coup, il est très grand, il est très lourd. Il m'a dit qu'il faisait plus de 80 kg quand j'avais discuté avec lui. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est sa grandeur. Et ça nous a fait le même effet. J'étais avec Abdoul. Abdoul m'a dit la même chose. Il m'a dit, mais il est grand, hein, William Gomis. Et franchement, il est vraiment, vraiment... On ne se rend pas compte, mais je pense qu'il fait partie des plus lourds à 66 kg. Il a vraiment le physique d'un 70, quoi, pour le coup. Il n'a rien à envier aux 70 kg. Et il est compliqué parce qu'il a des longs segments. Mais malheureusement, à l'heure actuelle d'aujourd'hui, il est très tactique, très stratégique, mais peut-être qu'il le paye. Hein, on a vu, à l'heure actuelle, ce qui fait que vous allez être populaire ou pas, ben, c'est vos finishes, c'est votre capacité à parler, à défier, et le côté spectaculaire, l'engagement que vous allez mettre. On pense à Doumbé, hein, qui va parler, et qui après derrière va mettre un KO spectaculaire. On pense à Benoît pour son engagement, qui lui pareil va faire la guerre. On pense à Abdoul pour sa créativité, qui va te mettre une clé de jambe à la volée à la fin. Et tout ça, ça fait des athlètes, quoi. Donc à la fin, tu peux t'en servir de ces outils-là. Et c'est vrai que quand tu gagnes souvent à la décision, etc., ben effectivement, les gens, ils veulent du panache, ils veulent du finish. C'est ce qui fait que tu vas être mis en avant plus peut-être que notre. Donc voilà, William, il fait un début de carrière voilà, qui pour moi est très, très impressionnant, parce que comme je vous dis, il gagne. Et c'est le plus important à l'UFC, c'est de gagner. Je crois qu'il a renégocié son contrat en plus, donc à mon avis... Quand tu restes sur que des victoires, ben c'est toujours intéressant de négocier dans cette position-là. Mais voilà, je trouve qu'il n'est pas reconnu encore à sa juste valeur. Et celui qui avait eu un peu le même problème au début de carrière, c'était au début de carrière, je parle à l'UFC, c'était Kamaru Usman pour le coup. Kamaru Usman, il était très laborieux dans sa façon de combattre, donc il n'était pas très spectaculaire, et il se contentait de gagner les rounds en fait, en dominant, même des fois en surdominant ses adversaires. Donc c'est peut-être pas le cas de William, on va me dire, il fait toujours le petit plus. Mais Rory McDonald aussi était un peu dans ce profil-là, hein, pour les anciens. Donc, non, et je vous dis, ce qui m'a le plus surpris, c'est l'annonce du main event. Donc l'annonce du main event, je le comprends tout à fait, parce que là c'est du très haut niveau, hein, Dolidze contre Nassour. Mais surtout, qu'ils mettent William en co-main event, ça j'ai été... vraiment surpris. Bon, en même temps, c'est normal, il reste sur 3 victoires d'affilée, donc il mérite d'être en main card, et il mérite même, on peut dire, d'être en co-main event. Donc c'est un UFC Fight Night. C'est la deuxième fois que Nassour va se retrouver main event. Une première fois contre Strickland, et c'est vrai que maintenant, quand on voit ce que fait Strickland, c'est quand même ouf, ce qu'a fait Nassour, de faire 5 rounds avec lui. Franchement, je pense que ça fait prendre conscience du niveau réellement qu'il a. Lui aussi, je trouve qu'il n'est pas du tout reconnu à sa juste valeur, surtout que tous les gens qui ont tourné avec lui, je vous le dis, ils témoignent toujours la même chose, c'est un monstre, Nassour. Et on m'en a encore parlé à Paris, et on ne m'a pas parlé de son niveau en MMA, les gens me parlaient de son niveau au sol. C'est-à-dire que les gens ils me disaient, Clément, au sol, il est vraiment fort, Nassour. Mais il est fort, c'est pas, il bat les mecs moyens. C'est apparemment... il malmène. Et il malmène des mecs connus, quoi. Donc, et il n'y a pas une personne qui me l'a dit. Il y en a plusieurs. Donc là, tu commences à te dire, en fait, le mec, il est vraiment, vraiment chaud. Parce qu'il est fort debout, il a une bonne lutte. Et en plus de ça, s'il est vraiment fort au sol, ben, c'est chaud. Sauf que là, bon, ben, au sol, je pense qu'il n'y a pas photo. Dolidze, lui, c'est vraiment, pour moi, un niveau international. Et surtout que je trouve qu'il a un grappling
qui est opportuniste, et par-dessus le marché, il a réussi à le transférer en MMA. Et ça, c'est très très difficile. C'est le plus dur. C'est-à-dire que les grappleurs, en général, ils ont toujours ce problème d'arriver à transférer leur grappling au MMA. Ils ont énormément de difficultés. Et il y a très peu de grappleurs qui arrivent à le faire. C'est pour ça que tu as des mecs qui sont des très bons grappleurs, mais pas des grappleurs exceptionnels, en grappling pur, mais qui par contre, vont vous dominer au sol, parce qu'ils ont un grappling qui s'adapte et qui s'emboîte vraiment au jeu qu'on retrouve dans le MMA, et ça leur crée un jeu un peu d'opportunisme. Et ça, c'est difficile à comprendre. C'est vraiment, je trouve que c'est assez difficile d'un regard extérieur, parce que tu as des mecs, des fois, tu vas affronter un mec, par exemple, qui a un meilleur palmarès que toi, et le mec, il va se faire soumettre. Et moi, je prends toujours l'exemple d'Abdul contre Louis Glessman. Louis Glessman, en Angleterre, personne n'arrivait, ne serait-ce à lui passer la garde. De tous les témoignages qu'on avait, le mec, c'est une pointure au sol, vraiment. Et Abdul l'a soumis en 2 minutes. Alors que là, vous avez vu, maintenant, à l'octagon, il soumet des mecs... Enfin bref. Et en fait, jamais en grappling, Abdul, je pense qu'il peut le soumettre en 2 minutes, à ce gars-là. Mais en grappling MMA, il l'a fait. Il a surclassé. Et en fait, c'est là où tu vois la différence. C'est-à-dire que Louis Glessman, et pourtant il a un grappling MMA, hein, il a soumis, je ne sais plus exactement son nom, là, le Viking, qui avait fait une décision avec Kamaru Usman à l'UFC. Il a soumis au premier round par Juji à l'ARES. Donc vraiment, ça prouve que le mec, il est vraiment, vraiment fort au sol. Mais, même s'il a réussi à le transférer, des fois, tu as un décalage de niveau dans le sol MMA. Je ne parle pas dans le sol pur, où il travaillerait, par exemple, à la garde, avec des thèmes, mais effectivement, je pense que ça serait beaucoup plus dur. Il ne le soumettrait pas en bras-tête, par exemple, ou en katagatame en 1 minute 30 ou 2 minutes. Vous comprenez bien, c'est pas possible. Donc en fait, tu t'aperçois que tu as des mecs qui arrivent à le transférer. Il y a des pistes de réflexion à avoir de ce côté-là, et Dolidze, pour moi, il en fait vraiment partie. Je pense que c'est vraiment un des mecs à l'UFC qui a le sol le plus dangereux qu'on puisse trouver. Parce qu'il est fort en plus dans toutes les positions. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'athlètes qui sont dangereux dessous, en MMA, et dangereux dessus. C'est assez compliqué. Des fois, tu as des mecs, Ryan Hall par exemple, il était très dangereux dessous. Mais dessus, il manquait de stabilité, il manquait de top position. C'est un bon grappleur, il est très fort pour prendre le dos, mais pour gagner les positions, il est quand même il peut se retrouver en difficulté. Alors comment ça s'appelle, Dolidze, c'est là où il est fort. C'est que même il est capable de générer et de travailler son cheminement en top position, et en plus de ça, même si vous le sweepez, même s'il tombe et que vous rentrez dans sa garde, il est extrêmement dangereux de ce côté-là. Donc attention en phase de corps à corps. Comme je vous dis, il n'a pas besoin d'être dessus pour vous poser des problèmes. Et c'est là tout l'enjeu pour moi de Nassour, parce que je pense qu'il a la défense de lutte pour le perturber. Je pense qu'il a le sol pour arriver plus ou moins à bloquer, à défendre, mais il a un sol d'opportunisme, Dolidze, et il a un vrai sol technique. Et c'est pas évident de trouver un mec qui est flexible et tout comme lui, tout en étant physique. Ça, c'est quelque chose qui est quand même rarissime dans les clubs. En général, les mecs physiques, ils jouent avec un jeu physique. Et les mecs pas très physiques, eh bien, eux, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un jeu un peu flexible, un peu sur les formes de corps. Ils vont faire peut-être un peu de rubber guard, voilà, ou s'enrouler par exemple sur une single X, etc. Donc après, ils vont travailler la Z-guard, enfin, je sais pas. Ils vont travailler sur plusieurs gardes pour s'enrouler sur une Cummings ou sur une Greg Jones, mais parce qu'ils ont cette flexibilité. Et c'est vrai qu'on retrouve rarement des gens qui arrivent à avoir les deux aspects. Et lui, il a, en l'occurrence. Maintenant, il est quand même tout droit, Dolidze. C'est un mec qui il avance. Il n'est pas très bon pour cadrer. Il n'a pas le meilleur timing du monde non plus en lutte. C'est pas un mec ultra explosif, pas Derek Bronson, quoi, par exemple, ou Ramzat. Voilà, c'est pas un mec qui va shooter, ou Duplessis, que je trouve qu'il shoot très très bien. Je pense que c'est son passif de rugbyman. Mais il est compliqué. Il est compliqué parce qu'il colle en gréco et à partir de là, il travaille avec ses longs segments. Par contre, voilà, là, il est face à un adversaire qui sait bouger, qui va le prendre de vitesse, qui, je pense qu'il a un bon cardio, Nassour, s'il gère bien son effort, il va avoir un bon cardio. Mais il ne faut juste pas qu'il se précipite. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. Moi, contre Chris Curtis, je vous dis franchement, il m'a bluffé la dernière fois. Quand on connaît le niveau défensif en lutte de Chris Curtis, et quand on voit les changements de niveau que Nassour aurait été capable de faire, moi, j'ai été franchement bluffé. J'ai été bluffé parce que Curtis, pour le coup, c'est un très très gros problème. On l'a vu avec Rodolfo Vieira, on l'a vu avec Phil Hoyes. C'est vraiment, vraiment un gros problème, Chris Curtis, pour tout le monde. Il frappe très fort, très grosse défense de lutte, très compliqué à ramener au sol, très physique.
gros menton, et pourtant, Nassour est en train d'y faire une masterclass. Il n'y avait même pas de match quoi, entre les deux. Tellement il y avait une domination de Nassour. Mais alors en plus, on aurait dit qu'il faisait juste vraiment pareil. Hein. Il élevait juste le niveau pour faire la différence. Quoi. Et on voyait qu'il en avait encore dans le sac Nassour. Donc c'est ce qui a été impressionnant. Je trouve qu'il y a un renouveau avec Nassour. Bon là maintenant il a changé d'équipe. Mais je vois dans les photos et dans les vidéos que plus ou moins il a les mêmes sparring qu'il avait du coup quand il était au MMA Factory aussi. Donc bon, il est habitué, il a Ahmed Salamov, il a Thomas maintenant en plus qui s'est rajouté, mais bon, il faut savoir que Thomas avant déjà tourné un peu avec Nassour. Donc non, Nico il le connaît très bien parce qu'il faut savoir aussi que Nico l'a préparé, il me semble, parce que j'avais discuté avec Nicolas pour la descente de Nassour 77, j'avais eu Nico au téléphone, on en avait discuté de ça. Et j'avais dit, est-ce que tu penses qu'il peut descendre? Parce qu'après, c'était Ryan Gillet, du coup, qui était devenu préparateur de Nassour. Alors, je sais pas si c'est toujours Ryan Gillet le préparateur, tout ça, je ne sais pas encore. Il faudra que je me renseigne. Mais voilà, il me disait que Nico me disait que c'était très dur de le faire descendre à Nassour. Mais voilà, Nico l'a déjà préparé par le passé, hein, parce que Nico était au MMA Factory avant aussi. Donc ils se connaissent tous, hein, tout là. Il n'est pas dépaysé, il s'entraîne donc au Venom Training Camp, donc, qui était aussi le MMA Factory. Donc voilà, je veux dire, il n'a pas changé totalement de contexte. C'est ça que je veux dire par là. Il est toujours au même endroit, quasiment avec son noyau dur. Il y a toujours ses frères, hein, etc. Donc voilà, il n'est pas parti aux États-Unis avec des coachs qui viennent de découvrir. Comme je vous dis, que ça soit Fernand ou que ça soit Nico, ils le connaissent très bien. Ils le connaissent depuis ses débuts au MMA Factory. Donc je ne pense pas que c'est ce qui... Ça ne va pas le perturber, du coup, de changer. Et peut-être qu'après, il en avait besoin. Parce que vous savez, c'est des changements, c'est des cheminements hein, quand tu es combattant professionnel. Mais bon, ce qui est marrant, c'est que c'est William qui a un common event avec lui. Donc son ancien partenaire d'entraînement. Et je crois qu'il y a Reda aussi, qui est de Nassour, il me semble. Mais il faudrait que je regarde les sparring. Mais non, c'est bien qu'Ahmed Salamov soit revenu. C'est très très bien. Parce qu'il a un peu la même morpho-anatomie qu'on peut retrouver chez Dolidze. Même s'il n'a pas le même jeu au sol, ça reste un très bon grappleur. Et un grappleur avec une bonne dimension physique. Je pense qu'il a Ilian aussi pour la boxe. Donc très bon boxeur. Non, il a vraiment tout. Il a tous les profils pour performer. Et là, on en revient. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui ne va pas tarder à sortir. La confrontation, on va dire, entre les grosses structures, enfin, là c'est un peu hybride, et les petites structures, où là Nassour a mis en place tout un petit staff autour de lui, et avant il était dans une grosse écurie. Donc voilà. Bon, par contre, il y a une grosse structure, parce que Venom Training Camp, c'est une salle énorme, mais vous avez compris, il a un staff autour de lui. Alors les deux fonctionnent, je vous l'ai dit, hein, moi je suis plus fan des petites structures, enfin, de l'équipe autour de l'individu. Moi, en tout cas, ça, c'est ma vision personnelle. Mais les deux fonctionnent. Hein. Je veux dire, vous pouvez trouver autant de combattants qui performent au très très haut niveau et qui n'ont pas une équipe autour d'eux, mais qui sont avec tout le monde. On pense à Shafkat, on pense à Burns, c'est sur Cliff là-bas, c'est la guerre, ils sont je sais pas combien sur le tapis, et ils ont je sais pas combien de combattants. Donc la TT, c'est pareil. Donc non, il y a des contre-exemples, il y en a partout. Donc après, c'est à vous, personnellement, les besoins que vous avez. Et c'est ce qui va faire ça. Alors après, bien sûr, dans les grosses structures, en général, il y a aussi quand même, on appelle ça des sous-équipes. Il y a l'équipe générale, et après, ils délèguent à plusieurs petits pôles, on va dire, qui, eux, vont après s'occuper d'un athlète. Justin Poirier, apparemment, à l'ATT, il a sa propre petite équipe. Maintenant, plus ou moins, sur le tapis, quand il arrive, et des fois, il y a 50 personnes. Dans certains entraînements, après, quand il fait son spécifique, tactique, etc., là, c'est autre chose. Là, il a vraiment ses sparring à lui, certainement. Il ne spare plus avec tout le monde, ce qui est logique qu'elle arrive à ce stade de sa carrière. Et après, il ne spare pas. Comme Robbie Lauer, ça fait des années qu'il ne spare plus. Voilà. Il a son équipe aussi, pareil. Il fait les cours collectifs, je crois, en lutte, grappling et tout, de ce que j'ai compris. Enfin, j'avais vu une interview de lui où il expliquait ça. Et voilà. Donc, comme je vous dis, il n'y a pas de vrai cheminement, de bon cheminement. C'est un cheminement qui est personnel. C'est pareil pour les entraîneurs. Des fois, c'est plus une affinité avec l'être humain. Des fois, on va être surpris du choix que vous allez faire, mais souvent, c'est une affinité. Et pour Nico, moi, Nico, ça fait des années que je le connais, c'est quelqu'un d'intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Nassour, il sait qu'il est intelligent, Nico. Il sait qu'il a la vision du MMA dans son ensemble. Il a pratiqué, il a combattu, il a préparé, donc il connaît la charge d'entraînement, donc il a de la réflexion sur sa pratique.
Donc ça, c'est surtout ça le plus important, comme ça tu es de haut niveau, c'est d'avoir un coach intelligent qui a de la réflexion sur ce qu'il fait et ce que vous êtes capable de faire. Et ça, c'est vrai que c'est pas donné c'est pas donné à tout le monde, parce que des fois, il y a des mecs, ils vont essayer de vous impressionner, ils vont vous entraîner, ils vont vous tuer. Donc en fait, vous allez dire, ah oui, ça y est, c'est bon, il est en train de faire de moi une machine. Et non, en fait, non. Donc voilà. Donc c'est très important. Et surtout, et c'est là où je trouve que c'est pertinent, je ne sais pas si le choix il vient de Nassour, mais c'est pertinent d'avoir pris quelqu'un qui le connaît depuis des années. Pour moi, ça c'est très très pertinent, surtout avec un combat de cet enjeu, parce que si Nassour passe Dolidze, là derrière, c'est un boulevard qui s'ouvre à lui. Hein. C'est un boulevard, là les gars, on peut rêver de tout. Hein. Là, Nassour, il est vraiment dans le dernier carré. Il passe Dolidze, c'est top 4, top 5, inévitablement, surtout qu'il a une histoire avec le champion. Donc là, Nassour, il peut se retrouver à faire la ceinture cette année. Hein. Et c'est celui quasiment qui est le plus proche actuellement. Hein. Donc oui, après Cyril et après Manon, c'est celui qui est le plus proche. Là, il est dedans. Donc si ça passe, hein, il a un main event, je rappelle, hein, c'est son deuxième. Si ça passe, il va. Hein. Il va, hein. Surtout qu'il a du style, il boxe bien et tout. Non, non, pour moi, il va au bout du truc. Hein. Parce qu'après, tu vas lui mettre qui à lui. À part, tu peux lui mettre un top direct. Hein. Voilà, tu vas lui mettre peut-être un canonnière, peut-être un Whittaker, des mecs comme ça. Hein. Après, il peut prétendre à affronter ces types d'individus. Et après, ben, tu passes un canonnière. Je dis pas que ça sera facile, parce que là, c'est des monstres. Hein. Là, canonnière, c'est un monstre pour le coup, quand on voit ce qu'il a fait avec Tori. Mais derrière, t'es au titre. Hein. T'es un combat du titre. Hein. Il passe ce combat, peut-être qu'il a un combat du titre. Hein. Donc il a 2 matchs en réalité. Peut-être, parce qu'il a cette histoire aussi avec le champion. Donc tout ça mis bout à bout, voilà. Et William, ben, ça va être un tournant. Pareil, je pense que William, s'il passe ce gars-là, ben après il peut prétendre, il peut se retrouver top 15, et pourquoi pas même sur un short notice, affronter peut-être un mec qui est dans le top 10. Hein. Quand tu as fait 4 victoires d'affilée, tu peux prétendre, alors, tu vas pas affronter le top 5, il ne faut pas rêver, mais en short notice, un petit malentendu, le 10e, tu peux te le prendre. Hein. Il n'y a aucun souci, tu restes sur 4 victoires, tu es sur une grosse dynamique, tu es toujours invaincu à l'UFC. Non, non, tu peux prétendre à affronter des mecs, surtout qu'il aura sorti 2 prospects. Donc, non, non, je pense que vraiment, pour le coup, William, c'est un des tournants de sa carrière là, parce qu'après, il sera obligé d'affronter que des noms. Hein. Tu peux pas affronter, je me rappelle, Francis Carbon, ça avait fait pareil, jusqu'à un moment donné, où il a affronté un mec qui était top 5 mondial, qui est connu surtout par les anciens du MMA, Ronaldo Jacare, qui était un monstre. Hein. Et Francis l'a affronté à l'époque. Donc voilà, après, tu arrives d'un coup, faut se rendre compte, hein, quand tu as 4 victoires, après s'il en enchaîne, il sera à 5 victoires et ainsi de suite, hein, tu te rapproches très rapidement de ce qui se fait de mieux dans ta catégorie, hein, parce que tu deviens légitime, parce que tu n'as que du vert, et tu n'as que du vert contre des combattants qui sont quand même dans la meilleure ligue au monde. Voilà. Alors après, je sais qu'au-delà du top 15, des fois, l'UFC, les niveaux, il y a quand même des écarts de niveau, des fois de ouf, entre les individus, ça c'est clair et net. C'est-à-dire qu'entre le 15e et le 20e, des fois, ben, tu as des mecs, tu ne sais pas comment ils ont fait pour arriver là. Mais après, quand tu arrives dans le top 15, en général, dans toutes les catégories, ça devient le bordel. Quand tu arrives dans le top 10, là, c'est chaud. Et quand tu arrives dans le top 5, c'est vraiment pour moi pour moi, l'UFC, tu le réalises quand tu es dans le top 5. C'est là, à ce moment-là, que tu comprends dans quel bordel tu t'es mis. Donc voilà, bon, il y a Taylor aussi, je ferai une vidéo, comme je vous ai dit, dessus. Juste là, je voulais réagir parce que je pense que c'est quand même... il faut se rendre compte de ce qui se passe, que Nassour et William Gomis sont main event et co-main event. Je trouve que ça, franchement, ça veut dire qu'ils considèrent nos athlètes. Et c'est vrai que tu ne le vois pas, par exemple, avec les Espagnols, un Espagnol main event et un autre Espagnol co-main event à l'étranger. Ça prouve qu'on commence vraiment à faire parler de nous, qu'on commence à être respecté. Il y a beaucoup de combattants et surtout qu'on est dans beaucoup de ligues. Hein. On l'a vu avec Salah qui est au KSW, on l'a vu avec Doumbé et Abdul qui sont au PFL. On commence vraiment à marquer les esprits partout où on passe. Et ça, c'est remarquable, il faut le dire. Parce que je vous dis, il n'y a pas très longtemps de ça, le MMA c'était illégal, quoi. Donc il faut se rendre compte du chemin qui a été parcouru. Et c'est il n'y a pas longtemps. C'est il y a quelques années. Donc maintenant, on voit que tout est là, tout est en train d'avancer. Mais je trouve que ça avance plus vite que ce que j'aurais pu imaginer, en tout cas, au moment où le MMA n'était pas légalisé. Et ça fait plaisir. Et surtout que c'est des athlètes qu'on a plus ou moins connus à leur début. Parce que c'est pas la première ni la deuxième. Là, on parle de personnes qui font partie de la 3e, 4e génération du MMA. C'est pas des pionniers, c'est vraiment cette génération qui a grandi entre le pancras et le MMA. Et après, on va découvrir une autre génération qui, elle,
aura connu que le MMA, donc le cursus amateur, et ensuite le cursus professionnel, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, avec les combattants francophones, comme Patrick ou Paul Dena ou les autres, hein. Celui qui est devenu champion du monde, Souil, c'est ça. Mais voilà, eux, ils ont connu, à mon avis, hein, que le MMA. Ils n'ont pas connu le pancras, hein, avec interdiction de frapper au visage, au corps, etc. Donc voilà, eux, ils ont vraiment grandi dans notre discipline. Et c'est ce qui va leur amener un plus. Ce que faisaient déjà les pays nordiques il y a des années en arrière, où c'était un système de points. Moi, je me rappelle que celui que j'avais affronté, Paulson, il avait, je crois, 11 combats ou 12 combats amateurs, pour 8 victoires, et il fallait qu'il ait un nombre de points pour passer professionnel. Donc en fait, il était au début classe C, si tu gagnais, mettons, 6 points, tu passais classe B, et ainsi de suite. Donc quand tu l'affrontais, le mec avait déjà 12 ou 13 combats. Voilà, et en fait, c'était un système de points comme on peut retrouver en boxe anglaise aujourd'hui. Donc les pays nordiques, ils avaient une avance considérable sur nous, sur ce système-là, en tout cas. Les Suédois étaient vraiment en avance. Et du coup, c'est bien que nous aussi, maintenant, on le vive. Donc voilà, je voulais réagir à cette vidéo. On leur souhaite mais que du bon. J'ai hâte de voir la suite. De toute façon, j'essaierai de faire intervenir Nico, parce que j'aime beaucoup échanger avec les entraîneurs. J'essaierai aussi de faire intervenir Johnny Fraché, parce qu'avec Johnny, j'avais déjà fait une vidéo sur mon Insta à l'époque. Donc j'aimerais bien échanger avec Johnny aussi, parce que c'est un grand copain, sur Taylor Lapillus, et voir ce qu'ils ont prévu pour la suite. Et voilà. Bon voilà les amis, en tout cas, je vous remercie à tous pour la force. N'oubliez pas, vous avez le blog. N'oubliez pas, vous avez tout. On se retrouve. Vous avez la FAQ, posez vos questions. Je vous le redis, posez vos questions sous la FAQ. Je risque de l'enregistrer pendant que je serai encore, du coup, à la montagne. Ou alors, du moins, quand si je ne l'enregistre pas là, je l'enregistrerai quand je vais redescendre. Et vous avez le vlog avec les leads et je vous en tourne un autre vendredi. Merci à tous et je vous dis à demain.